Adebayoshi, Oui, merci beaucoup de avec nous plaisir. accorder de votre temps et pour cette interview. Alors, on vous a vu parcourir le pays en rencontrant les populations. Comment ça a été? D'abord, pourquoi c'était important? D'abord, les orphelins, jouer avec la population, penser à réhabiliter des écoles. Pourquoi c'était important pour vous? Bah, écoutez, vous savez, j'ai traversé des moments très très difficiles dans ma carrière, mais les Togolais étaient toujours là pour moi. Même si par moments j'étais en guerre avec la population par rapport à ce que je disais, par rapport à mes initiatives, qu'il y a certains qui n'appréciaient pas ça. Mais bon, aujourd'hui, je ne peux qu'être content. J'ai passé fin 2016 très très difficile parce que bon, j'avais pas de club et tout ça, mais j'ai vu, c'est là où je me suis rendu compte que le Togolais m'aime. C'est là que je me suis rendu compte que je suis important pour ce pays. C'est là que je me suis rendu compte que je suis l'exemple de ce pays. Et quand je suis parti à la CAN, j'ai fait une très très bonne Coupe d'Afrique des Nations au Gabon. Après, Dieu merci, j'ai trouvé un club. Et quand je suis arrivé dans mon club, j'ai vu le pays, la prière de ce pays me suivait. Et j'étais dans l'avion, il y avait des turbulences et tout, mais j'étais tranquille. J'avais pas peur de qui que ce soit parce que je savais que les prières des Togolais me suivaient. Donc pour moi, c'était impressionnant. Et à la fin de la saison, je me suis dit, mais j'étais chez moi à Istanbul un jour, j'étais seul en plus au bord de la piscine. Je réfléchissais, je disais, qu'est-ce que je peux apporter à ce pays? Comment je peux le remercier? Durant tant d'années qu'ils m'ont supporté, ils m'ont aidé. Ils ont organisé des églises pour moi, des prières à mon nom, des prières à mon nom. Je dis, ben écoute, c'est simple. Va dans les villages, va raconter des orphelins, parce que bon, eux au moins, ils ont plus de père, plus de mère, ils ont besoin d'aide. Pourquoi pas le faire? Mais au même moment, on peut aller que faire des dons, mais c'est plus intéressant. Mais quand on va, on rencontre les gens, je suis footballeur. Jouer un petit match avec les gens qui ont toujours rêvé de jouer avec moi ou contre moi, eux aussi seront contents. Et voilà l'idée qui m'est parvenue et on l'a fait. Franchement, je pense que ça a été un succès énorme. Tout le pays était content. Maintenant, je pense que c'est, je pense que j'ai montré la voie à tous les Togolais qui sont de partout, de diaspora en Afrique, qui sont partout, de revenir pour qu'on puisse construire notre pays. On ne peut pas rester en Europe, on ne peut pas rester au Canada, on ne peut pas rester en Amérique en disant que le Togo est sale. Mais qui va le nettoyer? Qui va l'arranger? Quand nous, on est à l'étranger, mais venez pour qu'on puisse Montrer la voie. construire, pour qu'on puisse montrer la voie à nos jeunes frères et jeunes sœurs. Et voilà l'idée qui me parvenait, voilà pourquoi je l'ai fait. Et aujourd'hui, je suis très satisfait. Vous voyez, je suis très très fatigué, mais franchement, la joie qui m'anime en ce moment, je ne peux même pas l'exprimer. Je suis content, l'euphorie de cette tournée, c'était vraiment magnifique. C'est énorme. Et là, c'est sûr que l'année prochaine, je le ferai carrément sur tous mes vacances. Si c'est un mois, je le ferai pendant un mois. C'est magnifique. Alors, on dirait pour vous, vous l'avez aussi dit, un peu une nouvelle période, un nouveau moment pour vous dans votre carrière de footballeur avec la Turquie et ce club Başakşehir. Alors, comment c'est de jouer en Turquie comparé à tous ces championnats en France et en Angleterre? En Espagne aussi, vous avez joué. Mais c'est vrai que par moment, on dit que le championnat anglais, c'est le meilleur championnat au monde. Sans doute, il n'y a rien à dire parce qu'il y a il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup d'émotions. Les gens sont vraiment fanatiques. Mais quand je suis arrivé en Turquie, j'ai vu autre chose. J'ai vu peut-être 10 millions de pitbulls qui adorent le football. Les Turcs, je les adore. Ce sont des gens qui aiment vraiment leur football. Ils sont vraiment fanatiques. Et ce sont des gens qui sont très respectueux. Même si tu joues pour Galatasaray, tu croises un supporter de Beşiktaş, c'est l'amitié. C'est le football avant tout. C'est pas comme en Angleterre où il y a la guerre tout le temps. Tu joues pour Arsenal, tu croises un supporter de Tottenham dans un restaurant, c'est la guerre. C'est bagarre. C'est pas pareil en Turquie. Et j'aime bien le football, j'aime bien la mentalité. J'arrive à faire la différence de temps en temps, tant mieux. Mais je suis très content, je suis très à l'aise en Turquie. Et ça se passe très très bien. Ma famille est contente. Pour moi, c'est le plus important. Alors, revenons au championnat anglais, là où on vous a connu votre nom dans beaucoup de clubs, Arsenal, Tottenham, Crystal Palace, Man City. Manchester City. Il y a des informations qui circulent à propos du fait que vous auriez déclaré que l'une des plus grosses erreurs de votre carrière, c'est d'avoir rejoint Crystal Palace. Qu'en est-il exactement, Adebayor? Ben, écoute, j'ai passé des moments inoubliables en Angleterre. Aujourd'hui, je suis le troisième ou le deuxième meilleur buteur africain de tout le temps dans le championnat anglais. C'est ça, c'est magnifique.
c'est un bonus, c'est un plus. C'est vrai que j'ai fait une interview il n'y a pas longtemps par rapport à Crystal Palace. Peut-être je me suis mal exprimé, peut-être que j'ai dit ça dans un autre contexte. Ce que j'ai voulu dire, c'est que je regrette de ne pas avoir beaucoup marqué à Crystal Palace. Je regrette de ne pas être en forme à Crystal Palace. Je regrette de ne pas avoir pris des bonnes décisions au bon moment à Crystal Palace. Mais je ne peux qu'être content d'avoir joué à Crystal Palace. D'autant plus que je joue avec des jeunes frères comme Sako, Wilfried Zaha, Soirée, Pape Soirée, Bolassi. Aujourd'hui, ce sont des frères. Je parle tous les jours avec eux. Et quand je suis arrivé, ils étaient quoi? Ah oui, c'est quand même à Adebayor, quoi. Donc, pour moi, je n'ai pas regretté d'avoir joué à Crystal Palace. Mais j'ai regretté, personnellement, peut-être c'est là où je me suis mal exprimé. Ce n'est pas pour attaquer Crystal Palace, mais j'ai regretté de ne pas. Vous vous en voulez vous-même? Je m'en veux moi-même, de ne pas donner le meilleur de moi-même. Ben, écoute, pas moment, c'est dans la vie de tout et chacun de nous, on traverse tous des moments difficiles et je pense que mes moments plus difficiles de ma carrière, c'était à Crystal Palace. Et aujourd'hui, je regrette beaucoup. Mais bon, je peux que souhaiter bonne chance à cette équipe de Crystal Palace qui m'a accueilli avec des frères, Johan Cabaye. C'est un Français, mais c'est un frère, on est tous ensemble. Donc aujourd'hui, je leur souhaite que du bonheur. Et c'est que j'ai dit ou c'est que ils ont entendu, c'est pas Adebayor ça. Adebayor est toujours positif. Donc j'adore Crystal Palace. Bon, après les autres clubs, j'ai passé des très très bons moments. Arsenal, Man City, Tottenham. C'est vrai que bon, les supporters ils ne sont pas contents. Mais nous, quand ils voient mes stats, j'ai pas mis beaucoup de buts, mais j'ai mis des buts. Et c'est l'essentiel pour moi. Alors, Adebayor, on a parlé de ces clubs-là, 4 au total. Quel est aujourd'hui, selon toi, le meilleur club, le club dont le passage est resté inoubliable pour toi? Mais j'ai passé des moments inoubliables à Arsenal, des moments inoubliables à Man City. Première année à Tottenham, quand j'étais en pro, c'était magnifique. Après, il y a eu des moments difficiles et des bons moments. Crystal Palace, j'étais content de jouer pour Crystal Palace. Mais si on me dit, c'est quel club où j'ai passé mes meilleurs moments de ma carrière, je dirais, il n'y a aucun club. C'est le football. J'adore le football, j'adore le jeu. Donc ça veut dire que j'ai passé des bons moments pour être toujours passé sur un terrain. Alors, un match inoubliable ou un but inoubliable, parce que vous en avez marqué assez dans les championnats anglais. Un but inoubliable, je dirais tout simple, parce que j'ai traversé des moments très difficiles. Quand j'étais à Arsenal, j'étais blessé, je revenais d'une blessure. Je pense que j'avais eu une entorse à la cheville, donc je revenais d'une blessure. On avait huitième de finale contre Villarreal où j'ai mis un petit bicyclette normal. Non, j'étais très content. C'était parce que bon, c'est pas le but qui m'a, mais c'était important parce que j'ai traversé des moments très très difficiles. C'est là où les moments ont commencé un petit peu avec Arsenal, les supporters et tout ça. D'avoir marqué, j'étais très content. Pour ne pas dire le but contre Tottenham avec Arsenal ou de ne pas dire le but avec Tottenham. Arsenal contre Tottenham. Voilà. Donc, je préfère dire ça comme ça. Alors, il y a eu une colère des fans d'Arsenal. On se rappelle quand vous avez rejoint Manchester City, cette célébration, on vous a même jeté des chaises. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu plusieurs accusations aussi, parlant d'argent, tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Mais la frustration, elle était énorme parce que j'étais content. Écoutez, quand Arsène Wenger m'avait appelé la première fois pour rejoindre Arsenal, j'étais en train de jouer, j'étais en vacances de décembre, j'étais en train de jouer à Nekonakoe où j'ai grandi avec les amis. Et je lui ai dit, écoute, mets-moi dans le vol où moi je prends mon billet, j'arrive. C'est-à-dire Arsenal, c'est Arsenal quoi. C'est Arsenal de Thierry Henry, de Dennis Beckham, de mon idole, Nwankwo Kanu. J'y vais quoi. Donc je suis parti, j'étais très content. Vous ressemblez d'ailleurs. Ben, voilà. J'étais très très content de retrouver, de signer Arsenal. C'est là où j'ai demandé le numéro de Kanu Nwankwo, le numéro 25. Et c'est vrai qu'aujourd'hui tout le monde dit qu'il est parti à cause de l'argent. C'est un mercenaire et tout ça, mais bon, moi ce que j'ai à dire c'est que un club t'a acheté à 4 millions ou 5 millions. Le club te revend 3 ans après à 27 millions. Qui est mercenaire? C'est le joueur qui veut partir ou c'est le club qui a été d'accord pour te libérer? J'avais un contrat, je venais à peine de signer mon contrat de 4 ans. Quand je suis parti 3 mois après. Donc ça veut dire que le club voulait que je parte. Donc je suis parti. Maintenant, ce n'est pas de ma faute, mais les supporters ont compris autre chose. Mais aujourd'hui, je pense que c'est derrière moi. C'est quand même important d'expliquer ça aux supporters d'Arsenal pour leur dire que ce n'est pas moi qui voulais quitter le club. Mais
je ne regrette rien d'avoir joué aussi pour Man City. J'ai passé de bons moments à Man City. On était les premiers joueurs à arriver, on était les premiers joueurs à avoir envie de changer la mentalité du club, à faire évoluer le club. Aujourd'hui, je vois où est le club. Je suis très content pour Man City et je ne peux qu'être satisfait, d'autant plus qu'il y a un frère, Yaya Touré, qui joue encore là-bas. Alors, de tous les managers, on prend la première ligue, des managers que vous avez eus, quel est celui qui vous a le plus marqué? Ben, il y en a quelques-uns, Didier Deschamps. Il y a Arsène Wenger qui était un bon entraîneur, un bon éducateur. Bon, parce que quand je suis arrivé à Arsenal, je partais de Monaco, donc bon, la belle vie, le sud de la France. Et quand je suis arrivé à Arsenal, bon, je voyais carrément autre chose, la vie les restaurants, les boîtes de nuit. Et tu peux faire tout ce que tu veux à Londres. Arsenal m'a mis sur le droit chemin. Et la personne qui m'a vraiment marqué, c'est José Mourinho. Il était énorme comme entraîneur. En fait, lui, c'est un entraîneur, il n'a qu'une seule parole. S'il te dit tu vas jouer, tu vas jouer. S'il te dit ne viens pas, tu ne vas pas jouer avec moi, tu ne vas pas jouer avec lui. Tu peux être aussi fort que Ronaldo ou Messi. S'il te dit non, tu ne vas pas jouer. Donc voilà pourquoi on a plus ou moins les mêmes caractères. Donc ça s'est très très bien passé entre nous. Jusqu'à présent, le seul entraîneur que je suis en contact avec, c'est lui et un peu Tim Sherwood, que j'ai passé de bons moments avec à Tottenham. Mais pour moi, le meilleur entraîneur que j'ai connu, que j'ai eu la chance de travailler avec, c'est franchement de loin José Mourinho. On a travaillé que peu de temps, mais il est extraordinaire. Alors aujourd'hui, c'est vrai que on vous voit tout content, retrouver le football. Il y a eu quelques petits moments, en anglais on dit free agent, quelques moments où vous ne jouez plus. Comment vous avez géré cette période, même mentalement, où vous essayez de revenir au football? Vous étiez toujours dans le football, mais vous n'étiez plus sur le terrain, Non, Emmanuel. c'était très difficile, mais bon, ma mentalité elle est différente des autres parce que quand je sais que je dois aller là, je ferai tout pour aller. Moi, il n'y a pas de frein avec moi. Donc ça a été très difficile, mais bon, je me levais tous les matins, je travaille. Je sais très bien qu'un joueur qui n'a pas de club ou un joueur qui n'est plus en compétition doit travailler doublement pour pouvoir rattraper les autres. Donc ce que je faisais, je travaillais matin et soir à Lomé. C'était très difficile quand on travaille tout seul, d'autant plus que ça faisait 15, 18 ans que je suis habitué à travailler avec des entraîneurs, avec des joueurs. Mais là, du jour au lendemain, tu te trouves tout seul avec un préparateur physique. C'était difficile, mais bon, comme je savais ce que je suivais, et j'ai tout fait pour que ça soit positif. Et bon, je tiens aussi à remercier tout le quartier. Mes copains étaient là pour moi. Après mes entraînements, ils étaient là, on causait, on discutait, on jouait un peu à la carte, au ludo. Et voilà, aujourd'hui, je retrouve un club, je retrouve le sourire. C'est tout le Togo qui retrouve le sourire. Parce que par moment, quand le Togolais insulte un autre confrère, bon, on s'insulte nous-mêmes sans le faire exprès. Parce que si chez il n'y a pas de club, c'est le Togo qui n'a pas de club. Si chez il y a un club, quand on dit ah, l'international togolais, on parle de eux aussi. On parle des confrères, des sœurs et tout ça. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les Togolais ont compris. Ils me soutiennent avec leurs prières. Franchement, je ne sais même pas comment leur dire merci. Mais en tout cas, merci. Alors, vous-même, Adebayor et bien d'autres amis de l'équipe nationale, vous avez porté, je ne dirais pas que le football togolais, parce que c'est le nom du Togo, très loin, on se rappelle, en 2006, pour cette Coupe du monde de football. Racontez-nous des éliminatoires jusqu'au moment où vous réalisez que vous êtes qualifié pour la Coupe du monde. Quelles sont les émotions, les petites anecdotes que vous souhaitez partager avec nous, Emmanuel? Mais c'était magnifique, comme partait déjà notre premier match des éliminatoires 2006. Je pense que c'était en 2004, contre la Zambie, on a perdu 1-0. Avec Steven Keshi dans le vestiaire, c'était très compliqué. On a failli arriver à là, on était à deux doigts de se battre après, à la mi-temps. Et à la fin du match, on est rentré sur Lomé et le lendemain, il m'a appelé, tu es où? Je fais, je suis chez moi. Il est venu chez moi, tranquille. Bon, on parlait, on discutait, on buvait du thé. Il m'a dit, tu sais quoi? Jeune frère, j'ai dit, mais quoi? Tu peux qualifier cette équipe pour la Coupe du Monde. Il fait, ouais, mais t'es sérieux, toi? Après, j'ai dit, mais il me dit, ouais, mais avec toi aussi, on peut être aussi catastrophe. Je dis, mais qu'est-ce que tu parles? Tu me racontes quoi là? Il me dit, parce que tu ne te rends pas compte comment tes équipiers te respectent. Ce n'est pas parce que tu joues à Monaco à l'époque, c'est parce que tu es quelqu'un de bien. Et je fais, mais il ne le rapport avec qualifier pour la Coupe du Monde. Il me dit, crois-moi, tu peux le faire. Tu as un impact énorme sur cette équipe. Tu as un impact que tu ne peux même pas imaginer toi-même. Mais joue le jeu, tu vas voir. Et aujourd'hui, père son âme, il n'est plus là. Mais c'est quelqu'un que je respecte énormément. Il m'a beaucoup donné en Afrique. Il m'a donné des conseils en Afrique.
parce que lui, il a joué en sélection, a gagné la Coupe d'Afrique avant que moi-même je commence à jouer au football. Donc aujourd'hui, depuis là, je tiens à présenter Les condoléances. toutes mes condoléances à sa famille, parce que je connaissais un de son fils. Il n'est plus là, mais bon, vous savez, c'est ainsi va la vie. Hein. On est là aujourd'hui, demain on n'est plus là. C'est comme ça. Maintenant, c'est le derrière qui doit être costaud. Et l'euphorie de la Coupe du Monde en Allemagne, en jouant contre la France, tout ça, le petit poussé comme ça se dit, qui est le Togo. Ah ouais, c'est vrai que c'était magnifique. Hein. On est arrivé à Wengen où on devait se préparer, où on devait faire notre préparation et tout ça pour la Coupe du Monde. Quand on est arrivé, il y a des joueurs qui ne comprenaient pas qu'on était à la Coupe du Monde. Parce que bon, ils jouaient en amateur. Donc quand on arrive à la télé, il y avait plus de, je sais pas moi, plus de 700 000 télévisions à l'aéroport pour nous accueillir. C'était wow, c'est quoi ça? Alors qu'eux jouent respectivement dans leur club, il y a peut-être 100 personnes au stade. Et donc pour eux, c'était autre chose. Là, on parle que des journalistes, que des caméras. Donc c'était. Mais c'est beau, c'est beau. Tu as fait une Coupe du Monde dans ma carrière pour moi. C'est avec le Togo, je ne peux pas souhaiter mieux. Si je souhaite mieux, c'est que je suis. Et où je ne suis pas content de notre parcours, c'est que je ne suis pas honnête. Mais là, je suis très content. C'est vrai que j'aimerais bien participer à une deuxième, pourquoi peut-être pas une troisième. Mais bon, déjà une, c'est déjà énorme. Parce qu'il y a des grands joueurs que je connais, que je suis avec eux aujourd'hui. Et à chaque fois quand je parle avec Mr. George Weah, qui est un grand frère, qui est un tonton à moi, il me dit Manu, tu as la chance de faire une Coupe du Monde. Moi, je n'ai pas eu cette chance. Lui, le seul ballon d'or africain. Le seul ballon d'or africain. Le seul africain qui a gagné le ballon d'or européen. Donc, si lui dit ça, c'est que Dieu merci, j'ai fait une bonne carrière. Après ça, tout le monde attendait le Togo, même en termes de professionnalisation de l'équipe nationale. Déjà, les joueurs étaient déjà des professionnels, mais le cadre, il y a eu des histoires sur les primes, les conditions d'entraînement, la fédération. Comment avez-vous vécu ça en tant que footballeur professionnel et après aussi capitaine de l'équipe? Nous, on pensait qu'après la Coupe du Monde, le Togo allait être mieux. On allait s'organiser un peu mieux parce que le pays était content, le gouvernement était content, la fédération était très très contente. Mais bon, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Malheureusement, on a plongé. On est tombé très très vite, très bas. On est tombé très bas, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont venus à la tête de notre football. Ils pensaient qu'à leur gueule, ils pensaient qu'à leur poche. Et c'est là où moi je partais au clash avec tous ces gens-là. Parce que moi, je voulais que ça avance. Je voulais qu'on parle de mon pays qui en bien. Mais quand je vois un individu qui vient pour prendre tout ce que nous, on travaille, c'est vrai que c'est notre boulot. Aujourd'hui, je ne suis pas un informaticien. Je ne suis pas derrière un bureau. Je suis sur un terrain en train de jouer au football. Donc, payez-moi pour ça, pour pouvoir laisser quelque chose à ma petite famille, pour pouvoir payer les collages de mes enfants. Donc, quand je vois quelqu'un qui est ministre ou qui est directeur quelque part, qu'on dit qu'il y a une communauté qui a été créée pour la Coupe du Monde et qu'on voit que c'est eux qui gardent l'argent, pour moi, c'était un peu du n'importe quoi à l'époque. Mais bon, heureusement que maintenant, ça s'est un petit peu calmé, tout va un peu bien. Tant mieux, c'est que moi, j'ai toujours voulu pour le Togo. Aujourd'hui, les Togolais ont compris que même quand je partais à la guerre, c'est pour faire avancer les choses. C'est vrai que ça a mis du temps, mais tant mieux. Alors, de façon générale, ce que le Togo a vécu pour son football, ce que vous venez de décrire, d'autres nations africaines aussi le vivent. Comment, vous, en tant que professionnel, vous connaissez le football de haut niveau, comment est-ce que ces pays au niveau des fédérations peuvent faire en sorte d'avoir le meilleur des joueurs qu'ils convoquent en équipe? Parce que souvent, ils sont bons, mais le problème, c'est le cadre. Ah oui, bien sûr, quand tu arrives en Afrique et que tu dois taper de 7 heures, de 8 heures de route pour aller jouer un match, c'est sûr que ton corps est fatigué parce qu'on n'est plus habitué à ça. C'est ça que les gens oublient. Les Togolais ou les Africains ils oublient ça. Mais le problème, c'est que nous, on est habitué maintenant à une vie professionnelle. C'est-à-dire, il y a un match demain, vous partez ce soir, vous arrivez à l'hôtel. L'hôtel, tout est déjà organisé. Tu arrives à l'hôtel, à la réception, tu prends ta clé, tu vas dans ta chambre, il y a l'affiche, l'heure de manger, l'heure de dîner, l'heure que tu dois te réveiller, l'heure de réveil musculaire, tout est programmé. Mais en Afrique, ce n'est pas comme ça. On arrive maintenant, c'est-à-dire, admettons, on va jouer au Gabon. C'est en arrivant au Gabon maintenant qu'on va commencer par chercher l'hôtel. C'est déjà trop tard. Donc, c'est difficile. Mais moi, ce que j'ai dit, c'est que maintenant, on a des anciens joueurs, des gens qui ont connu la gloire de ce pays ou de notre continent. Pourquoi pas les prendre, de les amener dans la fédération, peut-être juste un petit boulot, coordinateur, organisateur. Au moins, ces gens-là ont connu le haut niveau. Au moins, ces gens-là savent ce que c'est préparer un match de haut niveau. Aujourd'hui, je suis très content. Pourquoi Ghana va très bien? Parce que Ghana, dans le staff, il y a toujours un grand joueur. Aujourd'hui, il y a Steven Appiah qui est le coordinateur
entre la fédération et les joueurs et on voit les résultats des gagnants. C'est aussi simple que ça. Parce que quand tu mets quelqu'un, tu veux une table en bois, mais donne ça à un menuisier, tu ne vas pas donner ça à un mécanicien. Donc c'est ce que les gagnants ont compris. Ils ont mis deux, trois anciens joueurs dans leur effectif. Et après, ça roule parce que s'il y a un problème, vous allez seulement voir les coordinateurs qui est Steven Appiah et Tony Bafoué. Et ils vont prendre ça pour la fédération. La fédération prend ça pour au gouvernement. C'est une chaîne en fait. Si la chaîne travaille bien, tout va bien. Mais s'il y a un petit corde ou s'il y a quelque part où ça coupe, ça devient compliqué. Aujourd'hui, on a un sélectionneur qui est Claude Leroy. Alors, l'opinion un peu divisée sur le fait qu'il fait venir quelques nouveaux joueurs et de sa manière de travailler. Vous avez travaillé avec lui, vous travaillez toujours avec lui. Comment jugez-vous Claude Leroy dans ce qu'il fait? C'est vrai que Claude Leroy, c'est un entraîneur extraordinaire. Mais bon, après, je vais aller tout droit au but. Si tu es professionnel à 100%, tu vas très bien t'entendre avec Claude. Mais si tu es à 99%, tu ne peux pas t'entendre avec lui. Lui, c'est ce que lui dit que tu dois faire. Mais nous, on est ces joueurs, donc on est obligé de, en quelque sorte, on veut parler, mais on doit se taire et faire ce qu'il demande. Après, s'il y a quelque chose, on va le voir calmement, on discute avec lui. Ça veut dire que, bon, par rapport à tout ce qu'on discute avec lui, après les entraînements ou après le match, il dit toujours non. Donc, c'est très difficile, mais je suis content parce qu'il est en train de reconstruire une nouvelle équipe carrément, en menant des jeunes joueurs. Mais à la fin, Adebayor doit partir de toute façon. Donc, je partirai un jour. Il y a Gassa qui vient de partir, qui vient de quitter le bateau. Il y a Serge Gakpo. Sûrement, il va revenir en sélection. Il va revenir sur sa décision parce qu'on a besoin de lui. Serge Gakpo, la même chose. Mais bon, vous savez, la sélection, pour entrer en sélection, la porte, elle est très petite. Mais pour sortir, elle est très grande. C'est très difficile. C'est très facile de sortir. Parce que c'est quand même un pays, quoi. C'est une nation. On est 7 millions d'habitants. Ils sont obligés de prendre que 22 personnes ou 18. Donc ça veut dire que la porte pour rentrer, c'est très restreint. Mais pour sortir, bon, c'est 3 bâtons. Donc moi, je suis content d'y passer 18 ans en sélection. Que des bons moments, que des moments extraordinaires. C'est vrai que j'aurais aimé gagner quelque chose avec le Togo. Mais comme pour l'instant, je ne suis pas encore à la retraite, on ne sait jamais. Mais bon, je suis content de mon petit parcours en sélection. C'est magnifique. Alors, je sais que le football, c'est toute votre vie. Vous avez parlé de retraite. À quand une retraite, peut-être au niveau des clubs ou au niveau international pour l'équipe Même au nationale? niveau international, même au niveau de la sélection, si j'arrête la sélection, je serai toujours avec la sélection. C'est-à-dire quand il y a un match, moi, je prendrai en charge mon billet d'avion et j'irai préparer le match avec les jeunes frères. C'est très important pour moi. Je ne peux pas abandonner le bateau comme ça. Mais bon, carrière de mon club, ça, je ne sais pas. Le jour que je vais me lever de mon lit et je vais avoir le dos bloqué, le jour-là, je saurai que Dieu me dit, Manu, arrête avant que tu tombes sur un terrain. Donc, mais bon, vous savez, pour l'instant, je suis encore bien. Physiquement, je ne suis pas très mauvais. Donc ça va, j'ai encore quelques années devant moi. Alors, après le football, on sait que des anciens joueurs, je cite par exemple Samuel Eto'o, que vous connaissez très bien, qui a déclaré qu'il veut être dans le football, manager. Et il a même dit le premier Africain manager d'un grand club européen. Il y a d'autres qui sont entrés en politique, comme Mr. Jones, que vous avez cité. Il y en a qui font du business. L'après-football professionnel pour Adebayor, ça ressemble à quoi? Ah, rien du tout. Rester dans la forêt avec les jeunes frères, leur cultiver et leur donner la mentalité d'un gagnant. Et c'est ce que moi je veux faire. Et leur dire aussi de ne rien lâcher. Mais bon, c'est vrai que ça m'a été la transition. Donc ils voient la vie autrement. Moi j'ai 33 ans maintenant. Donc peut-être dans 3 ans, je dirai autre chose. Mais pour l'instant, je continue ma carrière et après on va voir. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais être quelque part pour être entraîneur des jeunes, mais gratuitement. Je ne vais pas qu'on me paye pour ça. Et ça c'est sûr. Mais après, on verra peut-être avec le temps, je changerai d'avis pour être manager d'un club ou de l'équipe nationale du Togo. Pourquoi pas peut-être le président de la fédération. Mais tout ça, ce sont des trucs qui ne m'intéressent pas. Je veux seulement donner quelque chose à mon pays. Je veux seulement aider mon pays. Et donc après ma carrière, je me vois très bien comme l'année dernière, quand je n'avais pas de club, j'étais à Torti où je rassemblais tous les jeunes et on s'entraînait ensemble. Je leur montrais la voie, je leur disais ce qu'il fallait faire, comment il fallait récupérer tout ça. C'est là où je me sens le mieux. C'est là où je suis moi-même. Parce que quand l'argent commence à rentrer dedans, ça devient de plus en plus compliqué. C'est pour ça que je veux le faire bénévolat où on ne me paye pas, je peux rentrer quand je veux, je peux quitter quand je veux. Alors, il y a un projet
d'une académie pour former les jeunes, les prochains ou les futurs Adebayor, par la grâce de ou Dieu. à Galantam ou à Gassac aussi. Comment ça se passe? Parle-nous un peu de ce Bon, en projet. fait, je suis parti il y a quelques années à Palimé où je suis tombé, j'ai adoré, j'ai aimé. À quelques kilomètres de Lomé. C'est à 1h20 1h20 de voiture. 110, 120 km de Lomé qui est magnifique. Il y a un peu de tout, hein. Il y a les montagnes, il y a les cascades et tout ça. Donc, bon, on demande encore de plus. Dans la forêt, cascades, montagnes, c'est magnifique. Donc, j'ai pris des terrains là-bas. Là, en ce moment, je suis en train de construire ma maison parce que j'aimerais que le centre où le projet soit collé à ma maison. Donc, je suis en train de finir ma maison. D'ici 2, 3 mois, 4 mois maximum, ça va être fini. Dès que j'ai fini ma maison, j'attaque le projet qui va être un centre de formation. Peut-être pas un gros truc, mais un centre de formation digne à mon nom. Je vais faire un truc bien pour que les enfants qui vont y participer puissent profiter, puissent travailler dans la tranquillité. Et moi-même, c'est pour ça que je suis en train de construire ma maison d'abord, parce que moi-même, je vais être là-bas avec eux, déjeuner avec eux, prendre le petit déjeuner avec eux, dîner avec eux, leur parler de mon expérience. On va regarder des matchs, il y aura une salle de conférence, salle télé. On va regarder des matchs de champion. Bon, heureusement que j'ai joué dans 4 différents pays maintenant, c'est-à-dire 4 différents pays. La France, Espagne, Angleterre et la Turquie, bon, notamment bien sûr le Togo. Comme ça, je vais les expliquer. Si on regarde le championnat espagnol, je vais les expliquer un petit peu comment ça se passe parce qu'il faudra leur préparer avant d'y arriver. C'est vrai que quand moi je suis arrivé, on m'a pas préparé. J'ai découvert des trucs, j'ai vu, waouh, c'est quoi ça? Mais je voulais seulement leur préparer mentalement avant le choc, en fait, avant qu'ils aient la chance d'aller dans ces grandes villes, de peut-être trouver des grands joueurs. Aujourd'hui, qu'est-ce qui peut me faire plaisir à moi aujourd'hui? Rester entraîné, comme me dit le Togo gagne 2-3-0 et que je suis en maillot jaune comme un citoyen normal et que je saute de joie quand mon pays gagne ou quand mon pays marque des buts. Et il n'y a que ça. Et ça veut dire que c'est comme ça qu'on doit préparer l'après-carrière. C'est comme ça que je suis en train de préparer la fin de ma carrière. Alors, Adebayor, on va finir cette interview avec aussi une période de votre vie, des problèmes de famille vous les avez révélés sur les réseaux sociaux. Il y a eu débat entre ceux qui estimaient que, vous avez raison, et d'autres qui estimaient que les histoires de famille doivent rester en famille. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est exactement? Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'il en est? Aujourd'hui, ouais, c'est vrai que si ça refait, je le referai encore parce que je ne regrette pas. Parce qu'il était temps de montrer à l'Africain, à nous, à notre continent, comme quoi il faut arrêter de se dire lui doit me faire ça, lui doit me faire ça. Parce qu'à la fin de la journée, c'est vrai que nos papas nous ont mis au monde, c'est vrai que nos mamans nous ont mis au monde. Ils nous ont donné la chance d'être ce qu'on est devenu. Mais on a traversé quoi, nous? Donc pour moi, c'était très difficile. Quand j'attends, admettons, quand j'étais à Madrid, mon grand frère, même père, même mère, père à son âme, aujourd'hui n'est plus là. C'est lui qui prend une lettre, c'est lui qui envoie une lettre à mon club respectif où je gagne de l'argent pour pouvoir nourrir mon pays, pour pouvoir nourrir les gens qui travaillent chez moi. Lui, il envoie une lettre officielle de la part de famille d'Adebayor en disant de ne pas me garder, de résilier mon contrat. Franchement, pour moi, jusqu'à présent, je suis arrivé le matin à l'entraînement au Real de Madrid, dans le vestiaire, où j'écoutais la musique. On me dit, il y a Fiorentina Pérez qui veut te voir. Le président. Le président du club, c'est bizarre ça. Bon, je monte en haut, il me montre la lettre. Je voulais parler, mais je n'ai pas pu parler. Tout ce que j'ai vu, c'est l'âme qui coulait. Parce que je me suis dit, si mon frère, même père, même mère, on dit le sang est plus fort que l'eau, ça c'est vrai. Mais si mon frère, même père, même mère me fait ça, c'est que je suis en danger. Donc c'était très difficile. Et après ça, je me suis dit, bon, écoute, c'est l'histoire de la famille, ils ne sont pas contents de toi, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Bon, j'ai oublié l'affaire. 2, 3 ans après, ma mère va faire des interviews à Accra, comme quoi je l'ai chassé de la maison. Comment un individu peut chasser sa maman de sa maison alors que j'ai construit 3 maisons pour 3 amis à moi? Donc ça, c'est quelque chose que je ne peux pas faire. C'est quasi impossible de dire que j'ai chassé ma maman de ma maison. Pourquoi faire? Pour qu'elle aille où? Et depuis le jour-là, j'étais en colère contre la famille. Parce qu'à la fin, je me suis rendu compte que ma famille voulait vraiment que je tombe. Parce qu'à chaque fois, quand il y a un problème familial, quand ma mère m'appelle pour me demander quelque chose, ou mon frère m'appelle pour me demander quelque chose, quand je dis demain ou après-demain, ce qui sortait de leur bouche, c'est qu'on va appeler les journalistes. Je fais, mais ce n'est pas les journalistes qui m'ont fabriqué. Arrêtez de me menacer avec l'histoire des journalistes.
Combien de journalistes ont construit des maisons pour leurs mamans? J'en sais rien. Combien de journalistes ont acheté des voitures pour leurs soeurs et frères? J'en sais rien. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai tant de voitures, mais j'ai acheté des voitures pour tout le monde dans ma famille. J'ai construit une maison pour tout le monde dans ma famille. Donc, arrêtez de me menacer avec des journalistes parce que ce n'est pas eux qui m'ont fabriqué. Je me suis fabriqué tout seul. Si c'est vrai qu'il y a des gens alentour qui m'ont aidé, que je tiens même à remercier d'ailleurs dans la vie de tous les jours, Akoussa Camelio, mon premier entraîneur que j'ai connu. Annie Konakwe. Annie Konakwe, pour moi, c'est un père. Il est toujours là pour moi, je suis toujours là pour lui. On s'entend très très bien. Mais c'est difficile pour... Mais aujourd'hui, c'est vrai que l'histoire est restée stable et je suis très content. Je pense que la famille elle est contente. Je les souhaite vraiment d'être contente parce que à la fin de la journée, ce qui est important, c'est qu'on vive heureux. Aujourd'hui, j'ai une fille et elle doit être contente. Et elle a un exemple qui a des bailleurs, qui est son père. Donc, je n'ai pas le temps maintenant d'arrêter d'entrer dans des problèmes avec mon frère, ma soeur et oublier ma fille. Je dois me concentrer sur la vie de ma fille. Alors, c'est la dernière question, quelles étaient les raisons évoquées par la famille en envoyant la lettre au Real Madrid? Quelles étaient les raisons? La famille a dit que je ne m'occupe pas bien de eux jusqu'au point où ma famille m'a demandé de leur donner du salaire, pas moi. Ça, on peut comprendre, il n'y a pas de problème. C'est comme si tu envoies de l'argent pour manger à ton frère ou ta soeur. Il n'y a même pas de problème. Mais là, ce que je n'ai pas compris, c'est que ma famille me dit, il y a un frère qui me dit, je vais habiter à Paris sur le champ, loue-moi un appartement. Et en plus de l'appartement, tu me payes le loyer. À l'époque, je parle de l'époque où je donnais peut-être une petite somme à ma maman, qui est déjà au-dessus de tous les ministres au Togo, comme salaire, c'est-à-dire tous les mois. Elle a besoin de rien. Et elle ne paye pas l'électricité, elle ne paye pas le chauffeur, elle ne paye pas la nourriture. Parce que j'avais signé un contrat avec un gars qui livre tout ce qui est nourriture à la maison. Du riz, huile, tomate, tout à la maison, tous les mois. Et ma maman avait salaire, c'est-à-dire après le chef de l'État, c'est maman qu'on voit en premier, qu'on parle des salaires normaux. Mais maman m'a dit non, elle n'était pas contente. Et ma maman, juste, je peux vous parler d'il y a 10 ans, ma maman voulait 15 000 euros par mois en Afrique. C'est là où je lui ai dit, maman, si quelqu'un me donne moins 15 000 euros par mois pour rester en Afrique, je resterai là. Si pour rester à la maison, je fais rien, j'ai une voiture, je ne paye pas de l'essence, je ne paye pas le chauffeur, je ne paye pas l'électricité, je ne paye pas eau. Qu'est-ce que je vais aller faire dans le froid? On a mal à l'orteil, dans le froid, on a le nez qui coule, on transpire comme on souffre, on est blessé, on tosse, on risque nos vies. Mais je ne peux pas te payer ça, c'est impossible. Et voilà d'où tout a commencé. Et c'était la guerre. Bon, heureusement que je l'ai fait venir chez moi, ma mère, chez moi en 2008 à Londres, où j'ai payé tous ses soins. Elle a fait la révision, comme vous le savez. Écoute, elle a fait tous les hôpitaux de Londres. Et ce qui est dommage, c'est que quand elle est rentrée au pays, elle a dit à tout le monde, je suis parti chez Chéhi, je buvais pure water, alors qu'il n'y a même pas pure water en Europe. C'est-à-dire, elle buvait dans un truc de sachet, quoi, en fait. Alors qu'il n'y a pas ça en Europe. Et donc, les gens m'ont attaqué encore parce qu'elle disait ça au quartier. Et les gens du quartier ne connaissent pas l'Europe. Donc, pour eux, pure water existe aussi en Europe. Donc, tout le monde m'a attaqué. Mais bon, après, moi, c'est ma maman. Je n'ai pas dit que ma maman donne des fausses informations. Je dis, ouais, mais peut-être qu'on avait que ça à la maison pour défendre encore la cause de ma maman. Mais jusqu'au point où maman va, où mes parents, où ma famille va à la radio. S'ils vont à la radio, je vais à la radio aussi. Je suis comme ça, je suis très honnête. Donc, parce que je n'ai rien à cacher. Si quelqu'un allait dire, garde ça pour toi. Non, ils m'ont attaqué à la radio, mais on va conclure ça à la radio. Donc, c'est ce qu'on a fait. Aujourd'hui, tout le monde est content. Je pense que ma maman, où elle est contente. Moi, je suis content, tant mieux. Dieu merci, tout le monde va bien. Emmanuel Adebayashi, merci beaucoup pour votre temps ici, chez vous, au Togo, pour cette interview. Et on espère une prochaine fois encore de nous ouvrir aux portes, que ce soit au Togo, à Londres ou en Turquie. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous, c'est très gentil.